Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Nous accueillons cette semaine Tristan Fauveau, secrétaire départemental de la Fédération socialiste du Finistère, Paul Le Guernic, avocat, maire adjoint de Pontivy, Didier Legac, député Renaissance, bonjour, du Bloc central, et Philippe Paul, sénateur Les Républicains. Bonjour. Alors, ça a été la semaine de tous les dangers. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, dit Seb, a échappé à la censure parce qu'il a prononcé les mots fatidiques: suspension de la réforme des retraites et abandon du 49.3. Finalement, c'est une forme de reniement pour obtenir la stabilité politique. Didier Legac. Non. C'est un reniement malgré tout. C'était la réforme des retraites, c'était une des réformes emblématiques du président de la République. C'est la seule réforme en plus. Il faut quand même qu'on sorte de cette culture et qu'on arrive à rentrer dans une culture de compromis. Si à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, on parle de reniement, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Et il faut qu'on sorte de la bipolarisation gauche-droite. Il y a eu des compromis. Moi, je salue ce compromis. L'urgence là, c'était de sortir de la crise politique et que cette crise politique ne se transforme pas demain en crise économique ou en crise sociale. Donc là, c'est fait. Je pense en plus que c'est ce que les Français attendaient. Moi, j'admire depuis quelques jours tous ceux qui nous disaient comment il fallait voter s'ils avaient été députés, de David Lapartien à David Linard, en passant par Christelle Morancet ou Jean-François Copé, que j'ai entendu encore hier à la radio, qui nous disaient surtout ne votez pas il faut voter la censure. Voilà ce qu'ils nous disaient. Alors, je pense ça aurait coûté plus cher de dissoudre. Bien évidemment, ça aurait coûté plus cher parce que d'abord, on rentrait dans une période d'instabilité longue et je ne pense pas que les Français avaient envie de retourner aux urnes. Et puis surtout, qui nous dit que cette nouvelle élection aurait apporté une clarification? Ça, c'est toujours l'argument massu, mais on n'en sait rien. Alors, on n'en sait rien. On ne peut pas dire à la place des Français ce qui serait passé. Alors, pour les socialistes, c'est un revival, un comeback, c'est un triomphe. On n'est jamais parti. Une grande victoire. Non, enfin, je ne prends pas les choses par cet angle-là. Ce que je crois, c'est que quand un Premier ministre de la France, certes mis au pied du mur dans un rapport de force, parce que l'Assemblée est devenue le théâtre d'un rapport de force permanent et mouvant, quand ce Premier ministre de la France aide à sortir le parti présidentiel de la surdité et de la cécité sur un sujet qui a fracturé les Français, qui n'a d'ailleurs jamais, je parle de la réforme des retraites, été adopté par l'Assemblée nationale, la responsabilité d'un parti comme le Parti socialiste, mais je crois globalement de tous les partis qui se sont battus contre cette réforme des retraites depuis 2 ans, c'était d'en prendre acte et de permettre la stabilisation de nos institutions pour permettre que le débat budgétaire puisse se tenir à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, on va rentrer là-dedans. J'ai entendu dire que c'était l'équivalent de l'abandon du CPE, contrat pour l'embauche, première embauche, en 2006. Je ne suis pas certain. On verra ce que cet épisode laissera comme trace dans l'histoire parlementaire et de notre pays dans les mois et les années qui viennent. Je crois que c'est une première victoire et qu'il y en aura d'autres dans le débat budgétaire parce qu'on se battra article par article et amendement par amendement. Je dis on, c'est nos députés socialistes à l'Assemblée nationale, pour sortir du budget tel qu'il a été présenté par Sébastien Lecornu, l'ensemble des horreurs qu'il continue de contenir, mais qui vont être sorties parce qu'il y aura une majorité pour les sortir. Alors, expliquez-moi, Philippe Paul, ce qui se passe chez les Républicains. Vous avez 6 ministres qui ont accepté d'aller au gouvernement, parmi lesquels Anne Genevard, Vincent Jeanbrun, je ne vais pas tous les citer, et pourtant, visiblement, la base militante y est férocement hostile. Elle voulait la dissolution. On dit qu'ils rendent leur carte d'adhésion en pagaille. Expliquez-nous pourquoi vous avez défendu une solution à laquelle vous sembliez opposé la veille. Non, mais déjà, les 6 ministres LR qui ont été débauchés, ils n'ont pas eu le feu vert du tout des instances nationales. Ils auraient dû être exclus. Leurs fonctions sont suspendues, c'est normal. Annie Genevard, les présidents de la commission d'investiture, ils ont fait une démarche personnelle. Ça regarde qu'eux, contrairement à l'avis général du parti, et ce qu'avait dit Bruno Retailleau. Bruno Retailleau avait dit très clairement de plusieurs choses, à savoir déjà pourquoi lui ne voulait plus participer au gouvernement, et puis après les axes qu'il souhaitait qu'ils soient mis en avant dans le cadre du budget. Alors, tout est parti de Bruno Retailleau, finalement. Ouais. On n'a pas bien compris sa décision. Peut-être, je vais vous aider un peu, parce que vous êtes très embarrassé. Non, pas vraiment. Donc, je vais vous aider. En réalité, Bruno Retailleau aurait peut-être dû sortir au moment de l'Algérie, puisqu'il avait été désavoué par le président de la République, qui avait refilé le dossier au Quai d'Orsay.
Il a préféré rester au nom de la stabilité, là encore. Et finalement, quand il a vu qu'on lui avait caché la nomination de Bruno Le Maire comme ministre de la Défense, là, il a visiblement pété un plomb. Oui. Et il a dit « j'aurais dû partir depuis longtemps ». C'est ça qui s'est passé ? C'est un peu ça maintenant. Bon, si vous, pour revenir à Bruno Retailleau, si vous demandez aux policiers ou aux gendarmes si c'était un bon ministre, vous ne trouverez pas un seul à dire qu'il a été nul. Il a fait le boulot, il a fait ça avec passion. Bon, il a essayé c'est un homme d'État. Et puis, il a été réellement roulé dans la farine. Il a été piégé complètement. Par qui ? Par le cornu. Mais tout le monde le sait. Par le cornu ou par Laurent Wauquiez ? Bon, ça c'est autre chose, mais par le cornu. Parce qu'il a eu une communication téléphonique avec le cornu 1 heure avant la nomination du gouvernement. Il lui a demandé comment ça se passait. Lui, c'est en cours. Il a fait exactement la même démarche, que ce soit avec Édouard Philippe et avec Attal. Ils ont envoyé tous les deux un SMS à Le Cornu. Il a dit yes, je répondrai. Il n'a jamais répondu. Pour revenir à Bruno Retailleau, Bruno Retailleau était chez nous auparavant politiquement. Il est parti, il a franchi le cap pour aller à la soupe une fois de plus là. Et puis on l'a retrouvé, dans l'hémicycle. On l'a retrouvé dans l'hémicycle, lui qui était une des têtes des LR, passant son temps à se moquer de nous dans l'hémicycle, narquois à n'en plus finir. Et après, pour ce qui relève puisqu'on parle d'un poste au ministère des Armées, quand il était ministre des Finances, il a tout fait pour éviter que le budget des armées soit augmenté. Et là, donc, ça, vous disiez ça parce que vous étiez à la commission de... Oui, tout à fait. Il a fait ça. Puis il revient. Puis c'est quand même 1000 milliards d'euros. Bon, il y a beaucoup de critiques aujourd'hui sur la classe politique française qui serait complètement déconnectée, surtout qui ne penserait qu'à elle-même, qu'à ses places et pas à l'avenir du pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, il y a un parti où peut-être c'est intéressant, c'est-à-dire que chez LR, on voit maintenant que les sénateurs ont plus d'importance dans le dispositif que les députés, et c'est vrai que les sénateurs n'ont pas de menace de devoir être réélus prématurément, et ils ont une parole qui est sur le gouvernement plutôt plus libre que les députés, parce que les députés, naturellement, eux, si jamais il y a une dissolution, tout est remis en cause. Et je pense... C'est-à-dire qu'ils ont très peur de la dissolution. Oui, parce que chacun doit défendre son siège, en tout cas, il l'espère. Donc, je sais que Muriel... Ils seraient sans doute plus impactés que les socialistes. Il y a fort à croire, oui, parce que je sais que Muriel Jourda, typiquement, a pris position là-dessus. Sénatrice du Morbihan. Sénatrice du Morbihan, et puis qui est à la commission des lois. Qui est présidente. Présidente de la commission des lois, qui expliquait bien que, soutenir un gouvernement dont les axes actuellement qui ont été négociés avec le Parti socialiste, c'est revenir sur la réforme des retraites, c'est-à-dire avoir plus de dépenses pour les retraites, augmenter les impôts, etc. C'est très très compliqué pour la droite. La droite ne peut pas s'y retrouver. Donc voilà, je pense que chacun défend ses intérêts et probablement ça ne plaît pas aux Français, ça fait un peu cours d'école, quoi. Bon. Oui, plus que ça, mais finalement... vous apparaissez comme un peu les grands perdants, et en même temps, vous avez protégé le président, vous avez empêché une dissolution qui aurait porté le Rassemblement national au pouvoir. Non, mais c'est pas ça. Parce que quand on dit qu'on aurait retrouvé les mêmes équilibres, c'est pas sûr. Il y a une forte poussée de la droite conservatrice, disons. Non, mais en tous les cas... On n'est pas là pour protéger le président ou bien pour un parti, ou alors d'autres l'ont dit, le parti, c'est en ce moment ce qui doit nous intéresser, c'est la France, c'est le pays, et donc on a réussi à aboutir sur un compromis qui a évité une crise politique. Encore une fois, moi je m'en félicite, et depuis 2-3 jours, je peux enfin me remettre au travail sur quoi ? Sur la préparation du budget 2026, et c'est ça qui est important, c'est ça que les Français attendent tout le reste. Ça va pas être une mince affaire. Il y a une trajectoire financière qui doit être préservée. Personne ne peut se satisfaire des 3 400 milliards de dettes du pays, des 170 milliards de déficit chaque année. François Bayrou avait proposé 40 milliards d'économies. Et Sébastien Lecornu en propose 30 milliards. 30 milliards. Et je peux vous assurer que depuis 2 jours, mon téléphone il n'arrête pas de sonner. Je reçois des dizaines de mails pour les amendements. Et tous commencent de la même façon. Monsieur le député, nous comprenons qu'il faut faire des économies pour le pays, mais surtout pas dans notre secteur d'activité, mais chez les autres. Eh bien non, il y a 30 milliards d'économies à faire. En plus... Le Premier ministre a dit qu'il redonnait du poids au Parlement, c'est-à-dire ils vont proposer, nous allons débattre et au bout du compte, nous allons voter. Il y aura des compromis. Christian Fauveau, ce renoncement ou cette suspension de la réforme des retraites, ça apparaît quand même comme une forme de reniement ou en tout cas de renoncement ou une capacité à reculer, mais peut-être pour mieux sauter. En même temps, on sent que ça va être très difficile de faire des économies puisque pratiquement tout le monde est contre. Comment est-ce que vous allez véritablement, sur la durée, à travers la confection de ce budget, renouer avec votre culture de gouvernement, ce qui vous permettrait quand même de vous distancier un peu des insoumis. On l'a jamais abandonné, et pour le coup, les insoumis sont pas pour moi une obsession. Je crois qu'on n'a pas, mais on est resté constant sur ce sujet-là, on n'a pas dans ce pays un problème de dépenses, on a un déficit de recettes. Donc la question reste de savoir
comment on renoue ce qui a été le contrat social en France, c'est-à-dire la justice fiscale. Je crois qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français ne comprennent pas que le poids de l'imposition repose proportionnellement et toute proportion gardée, d'abord sur les catégories populaires et les classes moyennes. Donc c'est sur ces bases-là, Monsieur Le Gall, que ce débat va s'engager. Moi, je me satisfais de constater qu'Emmanuel Macron, parce que Didier Le Gall disait qu'Emmanuel Macron n'était pas le sujet, mais enfin, c'est lui le responsable du blocage depuis 2022. C'est-à-dire que depuis 2022, on s'est installé dans une tripartition à la fois de la vie politique française et à l'Assemblée nationale. Le compromis qu'on a trouvé aujourd'hui sur les retraites, il aurait pu avoir lieu il y a déjà 2 ans. La vérité, c'est ça. Et Emmanuel Macron s'est arc-bouté sur ce sujet, refusant d'abandonner le totem qui était celui de son 2e mandat présidentiel. Je me satisfais qu'enfin il voit la lumière, et je pense qu'il verra peut-être la lumière, et Sébastien Lecornu avec lui, sur la série d'amendements et d'articles qu'on fera passer dans le cadre du débat budgétaire. Alors lesquels, justement le doublement de la franchise médicale, on sera évidemment contre. Alors, vous serez contre ? Faites-moi la liste de tout ce dont vous serez contre. Ah mais écoutez, moi je crois que si dans le débat parlementaire arrive le gel d'indice des fonctionnaires, le doublement de la franchise médicale, l'abattement qui avait cours, enfin qu'on abandonne l'abattement qui avait cours pour les retraités et qu'on gèle les pensions de retraite, vous trouverez les députés socialistes évidemment en compte sur ce sujet-là. Et je me permets juste un ajout. Le budget ne passera pas sans l'abstention des députés socialistes. Et on en reviendra à la même discussion. Donc nous aurons un pistolet sur la tempe de ce gouvernement jusqu'au bout du débat budgétaire. Et on sera pourquoi ? Moi je crois que la suspension de la réforme des retraites, on peut la compenser, notamment en travaillant sur les cotisations patronales. Il y a aujourd'hui dans ce pays 90 milliards par an d'exonération de cotisations patronales, 211 milliards d'aides aux entreprises. Si vous augmentez de 0,15 points les cotisations patronales, c'est 3,50 € par salarié, vous compensez la perte de la suspension de la réforme des retraites. Philippe Paul, il y a 2 assemblées tout de même dans ce pays. Il y a charger les salaires. Le Sénat, là, pas tous en même temps. La Haute Assemblée, elle va sans doute pas être sur le même trend. La commission mixte paritaire ne sera sans doute pas conclusive. Au final, est-ce qu'il sera possible d'échapper à un budget par ordonnance ? Vu la façon dont les choses se présentent, moi je crois que c'est très très mal manché. Les socialistes ont réussi à tordre le bras à Lecornu puis à Emmanuel Macron, qui est responsable de tout depuis qu'il est au pouvoir, bien évidemment. Contrairement à ce que disent certaines députés, dont une du Finistère Sud. Et là, pour ce qui est de la réforme des retraites, moi je vois pas comment ça va se passer dans le cadre du PLFSS. Je crois pas que. Alors précisez. Projet de loi de financement. Projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour ça, il y a 50 jours. 50 jours. Plus 20 jours. Voilà. Pour le budget global. Donc là, ils vont travailler là-dessus à l'Assemblée nationale. Ça va être très compliqué. En plus, ils veulent pas de 49.3. Donc je sais pas comment ça va passer. Donc je pense quelque part que le Parti socialiste a été roulé dans la farine. Moi, je vois pas du tout cette réforme des retraites aboutir. Ah oui, je pense que c'est un piège. Oui. Alors, ça permet de décaler un petit peu, mais j'y crois pas du tout. Au-delà des jeux tactiques et de ceux qui peuvent se glorifier ou pas d'avoir été roulés dans la farine, est-ce qu'on n'a pas un problème quand même dans ce pays ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la situation est très mauvaise, l'endettement, la désindustrialisation, un certain nombre de dangers multiples, on parlera tout à l'heure de l'insécurité, etc. Est-ce qu'on n'a pas un problème ? C'est pas seulement le budget qu'il faut mettre sur la table, c'est faire la psychanalyse du pays. En fait, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur, parce que quand j'entends dire que c'est un problème de recettes, ça m'étonne quand même beaucoup, puisque aujourd'hui, on a à peu près 58% de dépenses publiques en France, 58% de la richesse nationale qui est captée à un moment ou à un autre et redépensée par l'État, alors que dans la phase glorieuse, je ne sais pas, des 30 glorieuses du gaullisme, c'était plutôt 35-40%. Donc là, on a énormément alourdi le poids de l'État, tout le monde est englué là-dedans, ça ne peut plus avancer. Et sur 1 000 € d'argent public dépensé, il y en a quand même plus de la moitié pour la sphère sociale. Et il y a à peu près un quart du total qui est rien que pour les retraites. Donc on ne peut pas continuer à dépenser comme ça en pensant que tout va se passer bien. Le système des retraites par répartition, ça a été créé par un système communiste après la libération, avec l'accord des gaullistes, c'était un accord global. Mais aujourd'hui, je pense que la seule façon de sauver les retraites, il faudra qu'il y ait des investissements, il faudra qu'il y ait de la capitalisation un peu, et on ne peut pas continuer toujours à dépenser de l'argent courant comme ça sans rien investir. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas arrêté de dépenser finalement pendant ce quinquennat, Didier Le Gall ? Pourquoi est-ce que cette culture de la dépense est tellement ancrée qu'à
qu'un président qui se voulait réformiste n'y est pas parvenu? Je peux vous répondre qu'il y a eu 3 crises graves quand même en moins de 10 ans et pas les moindres. D'abord la crise des gilets jaunes, crise de pouvoir d'achat liée à l'augmentation du coût de l'essence. Ensuite, il y a quand même eu le Covid où le pays s'est arrêté pendant plusieurs mois. Et puis après, il y a eu cette crise ukrainienne avec répercussions sur le coût de l'énergie. 3 crises pendant lesquelles, à gauche comme à droite, nous n'avons jamais entendu dire et remettre en cause la politique que Emmanuel Macron a menée. Au contraire, sur les bancs de gauche et de droite, eh bien, nous entendions ce n'est pas assez, il faut faire plus, il faut dépenser plus. Ah ben, je peux vous redonner des tas d'exemples d'amendements où on nous disait qu'il fallait supprimer la taxe sur l'essence, qu'il fallait, etc. Donc, il y a eu 3 graves crises, mais c'est vrai qu'effectivement, notre pays va toujours dans le mur parce qu'on n'a pas cette culture, effectivement, 3 400 milliards de dettes. Oui, mais enfin, vous n'avez pas fait grand-chose pour changer la mentalité française, effectivement. C'est quand même un enjeu pour les socialistes, parce qu'on a vu que le président de la République, l'ex-président de la République, qui est d'ailleurs en partie responsable de la baisse du chômage, c'est lui qui avait fait la politique de l'offre, hein. Vous êtes confronté à une forme de nécessité de montrer votre efficacité. Alors, comment vous allez faire dans vos amendements? Redéployer des masses budgétaires, la taxe Zuckman, on voit quand même qu'elle aurait des effets pervers. Il va falloir être créatif, hein. D'abord, je crois que notre efficacité, on vient de la démontrer. D'une part, quand j'entends Philippe Paul dire que les socialistes... Vous l'avez démontré parce que le Rassemblement national s'est mis hors jeu, en fait. Libre à eux, c'est pas mon sujet, pardon. Évidemment qu'on discute dans le cadre d'un rapport de force qui s'installe tel qu'il s'installe. Je ne maîtrise pas ce que fait Marine Le Pen et ce que fait Jordan Bardella. Enfin, ça m'amuse d'entendre Philippe Paul dire qu'on a été roulé dans la farine. Ce que je constate, c'est qu'il y a aujourd'hui 6 ministres LR au gouvernement et qu'ils n'ont rien obtenu. Rien obtenu sur aucun de leurs sujets de baisse des dépenses publiques, de sécurité, d'immigration. Sur l'Algérie, non plus? Ah non. Sur l'immigration, rien. Voilà, donc je crois que ceux qui ont été roulés dans la farine sont aujourd'hui au gouvernement. Quel était l'intérêt de participer au gouvernement? Éviter le chaos, disait Bruno Retailleau. Oui, et puis je pense que non, mais il pouvait apporter sa pierre à l'édifice, c'est évident. C'est un homme d'État. Il a pris ses responsabilités. Bon, il a vu que la mission ne pouvait plus être remplie. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête, c'est tout. Il n'y a plus de confiance. Ensuite, c'est pas grave, je vous en veux pas. Ensuite, c'est gentil, qui maîtrise encore le débat. Ensuite, entendre Didier Legac nous expliquer que le déficit abyssal dans lequel se trouve la France, que personne ne conteste au Parti socialiste, est la responsabilité de tous les autres, sauf d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, alors qu'il est passé de 1000 milliards d'euros à 3 000 milliards d'euros sous le quinquennat, les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est une vaste plaisanterie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à l'Assemblée nationale? On va réparer les dégâts qui ont été causés par la Macronie depuis 8 ans. Voyons. Article par article, amendement par amendement, et on verra ce budget à la fin, la copie globale qui sera présentée, et on décidera ou pas de s'abstenir. Et j'imagine, par ailleurs, il y aura sans doute l'utilisation de l'article 49.2 par les oppositions, et donc une nouvelle motion de censure avant la fin du débat budgétaire, et on se positionnera en responsabilité. Je vous rappelle qu'on a voté la motion de censure sur Michel Barnier, qu'on n'a pas voté la confiance à François Bayrou. On est toujours prêt à prendre nos responsabilités. Didier Legac, vous êtes un homme gentil, finalement. Vous n'êtes pas comme Gabriel Attal, qui lui dit qu'il ne comprend pas le président, et pas non plus comme l'ancien Premier ministre, le Premier ministre Christophe Philippe, parmi les plus fidèles d'Emmanuel Macron. Voilà, vous êtes, mais c'est assez remarquable. J'avoue ne pas tirer sur l'ambulance. Bravo, qui prendra ses responsabilités. Si le Parti socialiste ne les prend pas, vous n'aurez rien du tout. Parce que vous n'aurez une dissolution, le Rassemblement national qui sera peut-être majoritaire, et donc l'abrogation des retraites, ou plutôt la suspension, parce qu'il n'y a pas d'abrogation, mais de suspension, vous ne l'aurez pas et vous perdrez tout. Bon, j'ai pas peur du peuple, ce que je sais, c'est que vous perdrez sur votre circonstance. Parlez-moi d'Édouard Philippe plutôt. Quand on a Emmanuel Macron, nous, et Gabriel Attal a eu raison de le dire, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec la méthode, qu'effectivement la dissolution de 2024 de Emmanuel Macron était une erreur, on ne peut pas le dire autrement. Et Gabriel Attal a dit, je le dis aussi très facilement, qu'on ne comprend pas pourquoi il a pris cette dissolution. Il y a un certain nombre de mesures qu'il a annoncées depuis. Nous, on n'est pas LFI, on n'est pas une secte, on a le droit de dire, de critiquer. Éric Dupond-Moretti a dit les rats quittent le navire. Vous partagez ce sentiment? Pas du tout. Non, je suis intimement convaincu. Et s'il y a des nostalgiques sur ce plateau de la bipolarisation, vous brouillez avec votre président de groupe. La bipolarisation ne reviendra pas en France. Il y a 3 blocs fracturés, le pays à l'image du pays, avec l'extrême droite. C'est pas sûr qu'elle ne reviendra pas. On ne sait pas. Il y aura toujours un bloc d'extrême droite, un bloc d'extrême gauche. Alors si vous pensez que ça va revenir, on va demander à Christian Fauveau alors qu'est-ce qu'il pense de LFI, mais j'ai pas le sentiment que ça prend quand même le chemin d'une union à nouveau. Et au milieu, un bloc central
capable de faire des compromis. C'est ce que nous demandent les Français. Moi, depuis, je suis sur le terrain toutes les semaines. Et qu'est-ce que me disent les gens que je vois partout sur un marché, dans une entreprise? C'est arrangez-vous, trouvez des solutions, faites avancer le pays. Paul, finalement, les Français sont intéressés, et à l'étranger aussi, finalement. Nos voisins ne comprennent pas ce qui se passe en France. On est devenu l'homme malade de l'Europe? Je pense que déjà, si je peux revenir sur le discours qui a été tenu, c'est pas vraiment un raisonnement, je pense, de dire oui, s'il y a des élections, les socialistes vont perdre leur siège, il y aura du Rassemblement national. Non, mais vous avez tout perdu. J'ai parlé des retraites. Oui, mais on perdra tout, y compris. Oui, mais si les gens veulent voter Rassemblement national, ils voteront Rassemblement national au bout d'un moment. Donc on ne peut pas trop y couper. Et par ailleurs, effectivement, au niveau international, on voit qu'un pays comme l'Italie, qui a été largement réformé aujourd'hui, tire son épingle du jeu du point de vue économique. Et nous, tant qu'on est écrasé par la dépense publique, on ne pourra pas s'en sortir. Et donc, effectivement, quand on n'a pas une économie forte et des moyens d'action forts, on ne pèse plus parce que personne n'écoute la France. Voilà, on propose 30 milliards d'économies dans le budget. Un mot sur la destitution. Il y a beaucoup de gens à droite, et non des moindres, des gens éclairés, et pas la France insoumise. Même Valérie Pécresse, Jean-François Copé, Florence Portelli, maire de Taverny. Taverny, oui. Taverny. Bon, et puis Édouard Philippe. Oui, mais il y a quand même 2 anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron qui vous trouvez ça bien, qui foutent le camp. Vous, le gaulliste, le gaulliste de la pointe du Finistère. Je veux dire à Didier amicalement, quand même, que quand Emmanuel Macron a été élu président de la République, il a dit quand je finirai mon mandat, il n'y aura plus d'extrémisme en France. De Mitterrand à Jacques Chirac, ils l'ont tous dit. C'est une création. De Mitterrand à Jacques Chirac, ils l'ont tous dit. Maintenant, quand on parle de l'international, moi je suis à la commission d'affaires étrangères, de la défense et des forces armées, donc j'ai l'occasion d'aller dans différents pays aussi, puis on a beaucoup d'auditions sur le contexte national et international. Je peux vous dire que l'image de la France est plutôt écornée. Et elle est écornée en particulier par le locataire de l'Élysée, qui a un jour dit ceci, un jour dit cela. Ou pas Comment Répondez à mes questions. Vous êtes pour la destitution moi, ou pas? on n'a pas, visiblement, moi aussi je fais mon petit tour. Ce que j'entends, c'est premièrement, il faudrait qu'Emmanuel Macron parte. Bon, il a été élu démocratiquement. Il faudrait qu'il parte. Et puis, s'il y a une dissolution, de toute façon, on va voter RN. Oui. Moi, je pense que s'il y a une dissolution, le RN sera majoritaire dans le pays. Les gens en ont ras-le-bol. Dernière question. La campagne municipale a démarré. Stéphane Roudot vient de déposer sa candidature. Il sera notre invité demain, semble-t-il, si je peux comprendre. Et le président du conseil départemental, Maël de Caland, donc, a fait une sortie sur l'insécurité et le bilan calamiteux du maire de Brest. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'il ne connaît pas Brest, que le conseil départemental n'est pas une permanence de campagne, et qu'il a, je crois, déjà suffisamment fort à faire à assumer les compétences qui sont celles du conseil départemental et qu'il n'assume pas pour une partie d'entre elles. Il est un peu trop suractif pour vous? Donc, non, il s'active sur ce qu'il veut, mais enfin qu'il laisse les campagnes suivre leur cours, vivre leur vie et qu'il s'occupe de son département. Didier Legac, un point de vue sur les questions d'insécurité qui sont aussi le corollaire d'une immigration mal maîtrisée et qui vont peser dans la campagne également, sans doute, des législatives, si jamais il y a une dissolution. Si jamais il y a une dissolution. Vous ne le ressentez pas spécialement ici? Pardon? Vous ne ressentez pas l'insécurité? Si, mais ce n'est pas le sujet numéro 1 en tous les cas sur ma circonscription. Non, vraiment. L'économie résiste bien ici. Donc la question numéro 1, c'est surtout le logement d'abord. C'est l'accès au logement. Après, la sécurité, effectivement, c'est une préoccupation des Français. Et là, il va y avoir un débat démocratique, municipal. Les élections municipales sont faites pour cela. Et il y aura programme contre programme. Comment vous voyez les municipales, justement? Est-ce que vous les voyez couplées à d'éventuelles législatives qui interviendraient après une dissolution à la fin de l'année, si jamais le budget n'arrive pas à passer et s'il n'y a pas d'autre solution? Comment vous sentez cette coexistence de 2 élections très différentes? Eh bien, ça permet d'expliquer un peu le partage des compétences, parce que les gens maintenant sont très énervés contre la politique migratoire parfaitement laxiste qu'il y a depuis longtemps, sur les enjeux de sécurité, et ça, ce sont des enjeux de l'État. Alors les gens, comme ce sont les maires qui sont à portée de baffe, comme on dit, ils vont brailler à la mairie en disant c'est inadmissible, l'immigration, la sécurité, la tranquillité publique, mais ce sont des compétences de l'État. L'État doit se réformer pour avoir une politique migratoire cohérente. Donc pourquoi pas inverser les flux migratoires, comme ça a été fait dans d'autres pays avec parfois l'accord de la gauche aussi, en Europe du Nord. Et sur la sécurité, il faut plus de fermeté, mais ça ne peut se décider qu'au Parlement. Le seul pays qui a fait reculer l'insécurité et l'extrême droite du même coup, c'est le Danemark. Oui, voilà.
et dans des gouvernements... Pays social-démocrate. Voilà, et dans des gouvernements de coalition. Et par conséquent, je pense que c'est l'occasion d'expliquer ça. Et quand on est conseiller départemental ou adjoint au maire, on a assez peu de pouvoir finalement sur la partie sécurité-immigration. Et pourtant, c'est l'enjeu numéro 1 Je viens de aujourd'hui. le reconnaître. Je serai le dernier à L'immigration. parler. Oui. La vidéoprotection, l'armement des polices municipales, vous Moi, êtes je suis pour de toute façon, mais juste vite fait, parce qu'on parle éventuellement d'une dissolution des élections municipales. Je signale qu'il y a des élections sénatoriales après aussi. Oui. Donc là, il faut Vous faire attendrez un peu quand même. Les Français qui vont voter, là. non, indirectement quand même. Parce que, mais il faut quand même savoir que si le Front National a une poussée importante aux élections municipales, Ils auront à la des suite grands législatives, électeurs. ils auront des grands électeurs et il y aura un groupe Bon, bah RN alors du coup, vous n'êtes pas solide. pour la dissolution. Bah, du solution. Je vois bien que vous avez quand même du mal à vous situer. hein. mais Il va falloir moi, faire je suis pas pour chaque un chose en son réexamen. temps. Maintenant, bon, faut voir, mais bon, c'est vrai que tout est quand même largement. Destitution, c'est pire. Non, les élections présidentielles. Nous en parlerons. L'émission est terminée. Pardonnez-moi. Laissez la droite se chamailler. Merci, messieurs. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. En attendant, passez un bon week-end et vous aurez également une autre émission exceptionnellement demain avec Stéphane Roudot qui vient d'annoncer sa candidature à la mairie de Brest. À bientôt. Merci.